Comment réussir sur Internet en étant une femme? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure André. Salut Marie-Laure. Bonjour Maxence. Donc juste avant que tu nous partages un petit peu ta méthode de productivité, ton organisation, pourquoi tu es sur Internet depuis plusieurs années, ton background depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire une revue totale et intégrale. Tu es également maman d'une fille qui a déjà 13 ans aujourd'hui. Donc typiquement, cette vidéo va vraiment inspirer les femmes parce que généralement, quand on est une femme, on peut avoir soit des objections ou des excuses ou plein de tas d'autres choses en plus que les hommes, en quelque sorte. Donc du coup, ça va être vraiment inspirant pour que, oui, vous les femmes, vous ayez aussi une merveilleuse entreprise qui fonctionne sur le digital. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis après je ferai le petit récap puisque je connais Marie-Laure déjà depuis quasiment un an et puis tu es également membre de mon mastermind Business à Revenu Passif. Je te laisse tout nous dire et on fera l'ordre chronologique. On va remonter nombreuses années en arrière jusqu'à aujourd'hui. Je te laisse tout nous dire. Ok, alors moi je suis diététicienne nutritionniste. J'ai travaillé longtemps en milieu hospitalier en tant que diététicienne. C'est un métier qui m'a beaucoup plu pendant pas mal d'années. Et puis jusqu'au jour où ça me plaisait de moins en moins, de par les contraintes qu'on nous imposait, de par la philosophie de l'éducation nutritionnelle qu'on nous imposait, qui était de plus en plus loin de mes valeurs. Donc je songeais de plus en plus à quitter l'hôpital, mais j'avais un petit peu cette croyance que je ne pouvais pas quitter le salariat et vivre différemment, vivre de ma passion, qui était la nutrition. Alors j'ai commencé par écrire parce que j'avais envie de transmettre mes valeurs, ma façon de concevoir la nutrition et la façon de manger sainement, de concilier l'alimentation saine et plaisir. Donc ça a commencé par des livres qui ont été publiés à partir de fin 2004, qui se sont enchaînés parce que j'ai écrit pour plusieurs éditeurs. Donc ça a commencé avec Flammarion, puis Hachette, Solar. J'ai écrit pour les éditions Jouvence également, les éditions Le Duc récemment. Et au final, voilà, chaque année, j'ai écrit pas mal de livres, une quarantaine au total, qui se sont vendus à plus de 350 000 exemplaires et certains ont été traduits en espagnol, en allemand, en italien, portugais. Donc voilà, donc une bonne visibilité au niveau de mes livres. Et puis j'ai continué… Alors, on va revenir pour ensuite voir la suite. Donc numéro 1, diététicienne, donc ça c'était de quelle année à quelle année à peu près? J'ai quitté il y a peu de temps finalement. J'avais fait une année de libéral pour tester, mais ça ne m'a pas plu du tout de travailler dans un bureau. Ce n'était pas la formule qui me convenait. Et j'ai vraiment quitté le milieu hospitalier en 2017. Donc c'est quand même assez récent. Et tu avais démarré quoi, en l'an 2000? Oui, à peu près. Non, l'an 2000, ok. Alors, autre question qui vous vient certainement à l'esprit. Donc, tu as évoqué que tu as écrit ton premier livre en 2004. Est-ce que c'est toi qui as démarché un éditeur? Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Et comment ça s'est déroulé pour justement, parce que souvent, on a cette opportunité aujourd'hui, si vous n'avez pas d'éditeur, de s'auto-éditer, notamment je pense à Amazon, qui est assez fabuleux, mais c'est aussi nickel quand on peut être édité parce que du coup on se retrouve dans toutes les librairies de France, donc Fnac, Cultura, Le Furet du Nord, ce genre de choses. Donc raconte-nous tout ça. Alors c'est moi qui ai démarché un éditeur. Mon premier livre, il avait comme thème le sel, l'excès de sel dans la nourriture. Voilà. Dans la nourriture, okay. Et c'était un thème qui était très peu abordé à l'époque. Et j'ai démarché un éditeur. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je conseillerais de procéder. Je conseillerais d'envoyer le manuscrit à de nombreux éditeurs et de vérifier que ça rentre dans leur ligne éditoriale. Mais là, je pense que j'ai eu un gros coup de chance. Et on m'a contacté rapidement pour publier cet ouvrage. Et puis ensuite, on m'a proposé, donc
ensuite, ça a été une démarche de la part de l'éditeur, de continuer, d'écrire un autre livre. Après, c'est moi qui ai aussi démarché d'autres éditeurs et ça s'est enchaîné comme ça. Voilà. Ouais. À la base, tu as démarché et Oui. puis en gros, Banco, l'éditeur en question, a dit oui et c'est comme ça que tu t'es lancé. Alors que tu n'avais rien du tout, en plus 2004. Le démarrage d'Internet. Ah non, mais j'étais pas du tout. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà, j'avais rien du tout. Le démarrage de YouTube en 2004, la date de création. Ok. Ensuite, donc là, tu as écrit de nombreux ouvrages. Donc, tu as évoqué que tu as arrêté en 2017 ce que tu réalisais. À quel moment tu as décidé de te lancer sur Internet ou encore à quel moment tu as eu le déclic? Moi, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà de nombreuses années. Toi, à quel moment tu t'es dit, OK, là, il faut que je fasse le virage YouTube, réseaux sociaux, donc ma présence online, et quel a été le déclic pour officiellement te lancer? Alors, ça a démarré avec un blog. J'ai commencé un blog en 2014 ou 2015 qui s'appelle passionnutrition.com. Et les personnes qui achetaient mes livres me retrouvaient sur le blog, donc il y avait pas mal de recettes, de conseils nutrition, de conseils un petit peu minceurs, mais surtout des recettes. Et ensuite, sur les réseaux sociaux aussi, donc sur Facebook, j'avais ouvert un groupe. Et ce groupe, il a commencé à prendre beaucoup d'ampleur en, je sais pas, 2016 à peu près, 2016, 2017. Et c'est là que j'ai vraiment eu le déclic. Tu récupérais déjà les contacts à cette époque-là? Non. Donc en fait, le contact, c'était le groupe Facebook. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc le groupe Facebook montait. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que là, clairement, l'hôpital, je ne pouvais plus. Il fallait vraiment que j'arrête et j'ai pris conscience qu'il y avait une vie en dehors de l'hôpital et que je pouvais peut-être tester quelque chose en dehors de l'hôpital. Donc, et là, c'est là qu'est venue l'idée de développer un site internet avec une méthode minceur, une méthode vraiment nutrition saine, plaisir, mais orientée minceur. Et donc ce site, je l'ai démarré, je l'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dessus en 2017 et je l'ai ouvert en janvier 2018. Ok. Et là, à ce moment-là, ton groupe Facebook, tu avais quoi? 5 000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes? Ouais, j'avais 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes qui te suivaient sur Facebook. Tu n'avais pas les emails? J'avais aucun email. Tu avais quand même le groupe Facebook et le reach était important à cette époque-là, en 2017. Et c'est pour ça que c'est grâce à la force du groupe, toutes ces personnes qui me suivaient sur Facebook. Dès que j'ai ouvert ce site, le premier jour, j'ai eu une cinquantaine d'abonnements de personnes qui me suivaient, qui me faisaient confiance depuis plusieurs années, qui avaient déjà mes livres et qui me suivaient donc sur Facebook uniquement à l'époque. Et sans communication, sans adresse email, là c'est vrai que ça m'a permis de démarrer. Donc là, tu lances ton premier programme en 2017. Ouais. Et là, donc tu fais tout de suite 50 ventes, 50 personnes rejoignent ton programme grâce au groupe Facebook et toute la valeur, les livres, le contenu que tu as créé par le passé. Ça a marché dès le premier mois, ça a continué. Mais après, j'ai bien pris conscience que ça n'allait pas suffire. Parce que tu avais vraiment les fans inconditionnels, Facebook qui réduisait le reach. Et du coup, alors, dis-nous tout pour la suite, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors après, au cours de l'année 2018, il y a eu un changement aussi dans ma vie. C'est que je suis partie vivre en Thaïlande. Ok. Voilà, donc en juillet 2018, je suis partie vivre avec ma famille en Thaïlande. Et là, c'était possible parce que je travaillais en ligne, parce que j'avais mon activité 100% en ligne. Et j'ai voulu vivre cette vie-là pleinement en Thaïlande et concilier donc ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais il fallait quand même ramener de l'argent parce que vivre en Thaïlande, c'est superbe, mais il faut payer une école internationale pour ma fille, la maison, la location, enfin tout ça, mis bout à bout, c'est quand même un budget assez conséquent. Budget, du coup, tu n'avais plus ton salaire du passé et là, comme tu avais les premiers fans inconditionnels, mais tu n'avais pas de réelle stratégie marketing, donc du coup, forcément, il y avait une petite pression
qui pouvait avoir lieu assez rapidement par rapport à ce que tu évoquais, école internationale. Si on va en Thaïlande, évidemment, c'est pour avoir quand même un style de vie assez fabuleux. Donc, petite pression qui se met. Et pourquoi la Thaïlande? C'est pour le lifestyle ou... Pour le lifestyle, ouais. tout à fait. Et tu avais déjà été par le passé? Oui, je connaissais bien. Ouais. Okay, moi aussi, je suis allé donc Thaïlande 2013, 2014, 2015. Et comme Marie-Laure, si vous êtes déjà en Thaïlande, Krabi, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, Phuket, Chiang Mai, Shanghai, etc. Bref, toutes les villes de Thaïlande, c'est un super pays que je surkiffe également et que je recommande si vous avez l'occasion d'aller directement en Asie et spécifiquement en Thaïlande. Alors ensuite, donc les années se passent. Là, est-ce que tu prends les adresses mail? À quel moment tu réalises tes premières choses marketing? Là, je pense que c'était alors on est parti en 2018. Je pense que c'est plus en 2019 où vraiment je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à optimiser mon business, que je récolte les adresses mail, que je communique un peu mieux parce qu'en fait, communication, là, je ne communiquais pas du tout. Ouais, tu avais juste ton groupe Facebook. Exactement. Et that's it, rien d'autre. Okay. Donc, j'avais pas encore. Si j'avais un compte Instagram, mais que je n'alimentais pas du tout, donc pas du tout optimisé, rien du tout. Tu n'avais pas de chaîne YouTube encore. Voilà, donc je pense que en 2019, j'ai eu un peu le déclic. Là, je me suis dit, il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que j'apprenne un petit peu les bases du marketing, etc., les bases d'une bonne communication, et puis même au niveau expérience client, tout ça, il fallait que je développe toute cette partie-là également. 2020 arrive, les confinements mondiaux, les restrictions sanitaires. Quels sont un petit peu les déclics et qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là? Alors là, l'année 2020, c'est surtout le début de ma chaîne YouTube. Ça me travaillait depuis quelques temps. Je savais qu'il fallait que je développe cette chaîne. Voilà. Je pensais que c'était vraiment un bon vecteur, un bon moyen de communiquer. Les vidéos, c'est très porteur dans le domaine de la nutrition. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très porteur. Et j'ai vraiment démarré cette chaîne en mars 2020, donc en plein confinement. Alors moi, j'étais pas confinée parce que j'étais en Thaïlande, mais toute la France était confinée et c'est vrai que ça a été un vrai booster pour cette chaîne parce que les gens ne pouvaient pas voyager, les gens étaient chez eux, les gens ils avaient envie de cuisiner davantage, de bouger davantage, donc tout ce qui est chaîne, nutrition et sport, activité physique, je pense que ça a été vraiment un bon moment pour démarrer. Néanmoins, ça n'a pas été non plus quelque chose de fulgurant. Hein. Ça a augmenté petit à petit pendant les premiers mois. Hein. J'ai vraiment posté une vidéo par semaine à partir de mars 2020. Et je crois que, je ne me rappelle plus à partir de combien à partir de quand j'ai dépassé les 1000 abonnés, je pense que c'était au mois d'août, quelque chose comme ça. Août 2020 à peu près pour les 1000 premiers abonnés. Voilà. Ce qui est le plus dur, hein, c'est l'inertie de départ et puis ensuite plus ça monte, preuve sociale positive. C'est ça, au début c'est un abonné par un abonné chaque jour, donc ça va très très lentement. Et puis en novembre 2020, il y a une vidéo qui a commencé à devenir virale. C'était une vidéo sur le Covid à l'époque, sur l'importance de la vitamine D et du zinc que j'avais postée pendant l'été. Et du coup qui a commencé à devenir un petit peu virale et qui a vraiment commencé à entraîner la chaîne. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu que la chaîne commençait à se développer beaucoup plus. Donc j'ai passé les 10 000 abonnés en janvier 2021. Okay. Et puis en 2021, par contre, là, ça a été l'explosion. L'inertie incroyable, et c'est ça la magie des réseaux sociaux, de YouTube et d'un business en ligne de manière générale. Donc énormément de travail pour passer de 0 à 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que vous avez la preuve sociale négative, parce que évidemment l'effet de levier, plus on a de monde, plus ça draine du monde et ainsi de suite. C'est la même chose dans une entreprise. Plus vous avez de clients, plus vous allez avoir le bouche à oreille en votre faveur, des recommandations si vous faites parfaitement votre travail. Donc là, les 8 premiers mois, tu passes de 0 à 1000 abonnés et ensuite, donc de septembre 2020 à janvier 2021, 1000
10 000. À 10 000, donc là le x10. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube à l'été 2022 qui a plus de 160 000 abonnés et ça vous donne un petit aperçu. Donc on voit encore la rapidité et puis il est fort probable, parce que tu étais quand même dans une thématique de Monsieur Tout-le-Monde, que tu aies une chaîne YouTube de 500 000 ou 1 million d'abonnés d'ici quelques années, une fois que tu auras encore développé davantage ta visibilité. Par rapport donc au chiffre d'affaires et ton marketing, donc là, tu prenais les emails en 2020 ou 2021. À quel moment tu as commencé à mettre en place parfaitement ton marketing? Alors, je pense que ça commence à être vraiment optimisé à partir de début 2020. Voilà, j'ai vraiment commencé à partir de début 2020. Après, je pense que j'ai optimisé au fur et à mesure, compris ce qui fonctionnait moins, ce que je devais améliorer au niveau de la communication. Même sur Instagram, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un compte Instagram, il doit y avoir 35 000 abonnés. Ok, bah c'est bien, c'est excellent. Mais je ne postais pas régulièrement, je n'avais pas du tout de régularité dans les posts. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, ça, au niveau des réseaux sociaux, d'avoir une régularité, que ce soit pour les vidéos sur YouTube ou les posts sur Instagram. Il faut être là et puis il faut aussi pas se contenter de poster, quoi, hein. C'est un réseau social, on communique, on échange. Donc il faut aussi passer un minimum de temps avec les personnes qui prennent le temps de commenter nos posts, donc répondre aussi à ces fameux commentaires. Je récapitule pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit. Donc numéro 1, écriture de quarantaine de livres, donc qui t'a permis d'avoir plus de 350 000 exemplaires vendus en cumulé sur l'intégralité de ta collection. Numéro 2, mise en place d'un blog à partir de 2014, donc qui t'a permis là aussi de développer tes compétences et de te constituer une communauté. Donc plus de 50 000 personnes à travers un groupe Facebook. À cette période-là, tu ne prenais pas encore les adresses mail et c'est ensuite que tu as réalisé tes 50 premières ventes grâce à ton groupe Facebook avant de commencer à te professionnaliser. Démarrage de ta chaîne YouTube réellement début 2020, donc tu as mis 8-9 mois pour avoir tes 1000 premiers abonnés et ensuite quelques mois additionnels pour passer de 1000 à 10 000. Aujourd'hui, tu as plus de 160 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, moins de 3 ans après ton démarrage. On voit la croissance exponentielle une nouvelle fois. Donc souvenez-vous, souvent quand on est entrepreneur, lorsqu'on démarre quelque chose, on se dit « Ok, mais ce que je fais, ça ne me sert à rien ». Tout ce que vous réalisez, un jour, ça va vous revenir. Donc, Marie-Laure ne le savait pas quand elle a démarré les livres, mais ce qui lui permet aujourd'hui de montrer son autorité, sa crédibilité et de transmettre au plus grand nombre à travers tes livres en 2004. Et il n'y avait même pas les réseaux sociaux, donc imaginez le game changer par rapport à ça. Numéro 2, tu as travaillé ta compétence parce que quand vous créez du contenu, ce qu'on appelle le marketing de contenu, tout de suite, ça va vous amener cette compétence à communiquer. Donc vraiment à partager, que ce soit à travers YouTube, les réseaux sociaux et lorsque vous allez lancer un programme, vous allez être fluide, ça va être structuré. Donc là aussi, c'est jamais du temps perdu parce que vous musclez votre compétence. Rappelez-vous, un être humain, améliorer ses connaissances, améliorer ses compétences, augmenter son réseau et par ricochet, ce qui va permettre aussi d'augmenter votre patrimoine, votre capital par la même occasion. Et ensuite, tu as mis tout l'écosystème web qui te permet aujourd'hui, tu as quoi, plus de 1000 clientes à travers tes programmes de formation? Je dois être à peu près à 2000. 2000 clients. 2000 clientes vis-à-vis de vente de formation online, ce qui te permet d'avoir un chiffre d'affaires, d'en vivre tout à fait confortablement. Tu es revenu en plus de la Thaïlande récemment. Donc dis-nous tout, la Thaïlande, donc tu as fait 3 ans du coup au final? 3 ans, on est resté 3 ans là-bas. Et le retour en France du coup, est-ce que c'est pas trop brutal? Est-ce que ta fille aime également être en France? Pour elle, ça a été un peu difficile. Ouais. Je pense que le plus difficile, ça a été pour elle parce qu'elle s'est construite en tant que jeune fille là-bas. Donc elle avait vraiment ses amis, ses repères. Quand elle n'avait pas 10 ans quand on est arrivé en Thaïlande, donc quand elle est repartie, elle en avait presque 13. Et c'était un petit peu compliqué, mais… Elle parle anglais, français et peut-être un petit peu thaï? Un peu thaï, oui. Un petit peu thaï. Et anglais aussi, j'imagine? Anglais complètement, mieux que français. Excellent, ça c'est parfait. Alors maintenant, autre point que je voulais évoquer,
là aujourd'hui, comment tu réalises ton organisation? Donc pour la petite anecdote, donc Marie-Laure, tu m'as connue grâce à Myriam Hoffman qui a réalisé le Mastermind Business et Revenus Passifs en 2021 et le Mentorat Business Internet en 2022. Donc le bouche à oreille était en ma faveur et tu donc es venu à mon séminaire les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo-Capucine. Donc juste avant que tu nous partages ta productivité, également ton agenda, parce que comme tu es maman d'une petite fille et aujourd'hui tu n'es plus avec, c'est ton ex-mari, donc tu étais avant avec lui, aujourd'hui tu t'occupes toute seule. Comment tu manages tout simplement ton business? Et juste avant que tu partages cela, je voulais juste revenir l'importance quand vous avez des clients de prendre aussi votre entreprise par le haut. Pourquoi? Parce que les gens qui ont le plus investi chez vous auront le meilleur réseau, donc qui se ressemble, s'assemble, des clients qui sont idéaux. C'était le cas pour toi, mais c'est le classique dans mon mastermind en mentorat, c'est principalement du bouche à oreille parce que des gens qui sont satisfaits connaissent dans leur réseau des personnes qui peuvent être également intéressées par rapport à ce que je propose, donc vraiment le même avatar. Donc rappelez-vous, ça c'est un exercice que je fais faire à tous les membres de mon mentorat. À partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires et une clientèle, et ce serait la même chose pour toi quand tu auras d'autres clients avec une gamme de produits, c'est de te dire, ok, toutes les personnes qui ont investi plus de 3 000 euros ou 5 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros, ça dépend des propres business, quel traitement additionnel pour ces clients qu'on estime des clients premium, VIP, Diamond, Star, vous les appelez comme vous voulez, afin qu'ils aient un point précis additionnel en termes d'expérience client versus un client qui vous a juste acheté un produit d'appel à 47 euros pour vous donner ces petits aperçus. Donc souvenez-vous, ayez toujours des services additionnels pour les clients qui ont investi davantage d'argent chez vous versus un client qui démarre. Je te laisse nous partager par rapport à ta productivité et ton agenda. Alors, c'est vrai que mes années en Thaïlande m'ont donné envie de conserver une certaine qualité de vie que j'avais là-bas, bien sûr, et que j'ai voulu garder quand je suis revenue en France. Donc, pour moi, c'est important de garder des journées ou des demi-journées, si ce n'est pas possible, des journées entières, pour moi. Voilà, donc il y a le week-end, bien sûr, il y a le week-end donc, avec ma fille, avec des amis. Et puis dans la semaine, j'essaye de garder au moins une journée pour moi, pour me ressourcer, pour aller me balader, pour faire ce que j'ai envie, pour ne pas travailler sur mon business. Le mercredi, c'est une journée aussi un petit peu particulière parce que ma fille a école que le matin, donc il faut être là aussi l'après-midi. Et puis j'essaie de concentrer vraiment mon activité, mon travail sur les lundis, mardis et jeudis. Et pour ça, j'ai vraiment une bonne visibilité à l'avance. L'organisation, c'est d'abord de l'anticipation. Et je pense que si on veut vraiment être bien organisé, il faut déjà avoir une vision claire de sa journée, de sa semaine. Donc prévoir aussi les imprévus, les choses qui vont se rajouter, laisser un petit peu de marge pour ça. Et puis s'organiser en conséquence. Voilà. Donc après, moi, quand je travaille à fond aussi. Donc je suis très concentrée, je suis très productive, efficace, mais c'est pour pouvoir aussi garder du temps pour moi. Et c'est ce temps aussi qui me permet d'être encore plus efficace quand je retourne au travail. Ouais, toi aujourd'hui, tu as un business model qui est excellent. Je reviendrai sur une autre notion. Ensuite, on se rajoute des choses. Donc, numéro 1, tu vends jusqu'ici que de la formation en ligne. Oui, c'est essentiellement ça. En plus de tes livres. Numéro 2, eh bien, tu réalises un webinar par mois ou tous les 15 jours. On fait 2 maintenant. Ouais, 2 webinars par mois. Donc, extrêmement simple. Et comme aujourd'hui, tu es donc réseaux sociaux plus YouTube et ton site web est un très bon, tu dois être à peu près à 20 000 vues par jour sur YouTube, entre 15 et 20 000 vues par jour sur YouTube et puis au moins 1000 visiteurs par jour sur ton site. Oui. Ouais, donc du coup, tu as une nouvelle traction, tu as des nouveaux contacts, tu as 200 nouveaux contacts par jour qui arrivent dans ta base de données, donc ce qui permet à chaque fois d'avoir des nouvelles personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et comme tu réalises un webinar, là aussi c'est extrêmement
20-80. Donc souvenez-vous, donc là ce que réalise Marie-Laure, c'est excellent et le défaut qu'on peut avoir, donc ce sera la prochaine question que je vais évoquer à Marie-Laure, c'est qu'en tant qu'être humain, on va se rajouter des choses. Donc je vais vous donner 2 exemples précis. Si on est dans la vie perso, au début on est célibataire, ensuite on a une femme ou un mari, ensuite un ou plusieurs enfants, ensuite on va faire un ou plusieurs chats, un ou plusieurs chiens, on va rajouter des choses alors qu'on se dit 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, on avait une immense flexibilité, on rajoute des choses. Donc quand on est structuré, rajouter des choses, c'est bon. Si on n'est pas structuré, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qu'est-ce qui se passe? Burn-out, divorce, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les mauvaises clés qu'on peut avoir parce qu'on se rajoute des choses. Et moi, c'est la même chose que j'ai dans mon business. Au cours des dernières années, je me suis trop rajouté de choses, donc je suis quand même bien structuré, mais je me suis quand même rajouté pas mal de choses. J'ai une boutique e-commerce, j'ai différents business, j'ai également le mentorat, le mastermind à gérer, donc j'ai pas mal de choses en quelque sorte. Et du coup, là, je suis dans le paradigme à vraiment m'enlever des choses pour être le plus efficace, le fameux One Thing ou les top 3 des priorités, parce que inconsciemment, quand on a automatisé quelque chose, on va rajouter. J'ai 6 biens immobiliers à Tallinn, pour donner un ordre d'idée, il y a quelques années en arrière, j'avais 0 bien immobilier, donc j'ai rajouté des choses là aussi, même si je préfère ma vie aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière évidemment, mais c'est pour vous donner cette analogie. Donc toi Marie-Laure, comment tu gères via ce temps libre? Parce que quand on est entrepreneur, on aime bien aussi la croissance, on aime la contribution, ce genre de choses. Comment tu fais pour garder ces temps libres sans être aspiré par l'envie de faire davantage dans son propre business? Oui, je pense qu'il faut juste savoir quelles sont ses priorités au quotidien et avoir une vision claire aussi de l'évolution de son business. Et je pense que tout entrepreneur veut développer son business, donc ça c'est normal. Logiquement, on a de plus en plus de choses à gérer, donc ça prend de plus en plus de temps et il y a un moment ça devient compliqué. Et de temps en temps, je pense qu'il faut un petit peu se rappeler quelles sont ses priorités dans la vie. Est-ce que vraiment l'activité que je veux développer, ça va me permettre de me rapprocher de mon objectif final ou pas? Voilà. Et puis, toi, tu n'as pas encore d'enfant, moi j'ai une fille, c'est vrai que ça change malgré tout. Quand on a un enfant, moi personnellement, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie de partager des moments avec elle et ça passe par logiquement laisser des choses un petit peu peut-être moins essentielles de côté. Donc dire non aussi, clairement, selon les sollicitations. Notamment via les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sollicitations, des personnes qui demandent des partenariats, des choses comme ça. Moi, clairement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour être une influenceuse. Voilà. Je suis là pour parler de ma méthode, pour impacter davantage de personnes, mais pas pour être une influenceuse. Donc, ce n'est pas le genre de partenariat que je vais accepter, clairement. Ok, merci Marie-Laure par rapport à ton retour. Alors, je sais que certains d'entre vous doivent se dire, Marie-Laure, comment fais-tu pour dire non? Moi, je suis comme toi, je suis une machine à dire non. Alors évidemment, j'aurais plus du tout de temps et je suis un gros dormeur, donc j'aime bien dormir 9-10 heures par jour et quand c'est possible, même 11-12 heures par jour. Donc je pars du principe que j'ai 12 heures par jour. Je me dis plus j'ai 24 heures par jour, maintenant je me dis j'ai 12 heures par jour parce qu'il faut bien manger, se laver, ce genre de choses. Donc comment tu fais toi pour dire non pour les personnes qui ont du mal à le réaliser? Tout simplement, très honnêtement, je dis que c'est très gentil de me proposer cette collaboration, mais que pour le moment, en tout cas, ça ne me fait pas partie des axes de développement de mon entreprise, ou ça ne fait pas partie de mes priorités du moment. Et voilà, je ferme pas la porte complètement, sauf si vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Mais si en ce moment, ce n'est pas possible pour moi, je l'explique tout simplement. Donc là, tu as donné une très bonne phrase que je dis à chaque fois. Merci par rapport à ton message. Donc là, ce n'est pas dans les priorités de mon business. Merci d'avoir pensé à moi et je te souhaite tout le meilleur, bonne continuation. Puis peut-être au plaisir de te voir dans un event. Moi, je suis beaucoup dans les events, c'est par rapport à ça. Mais les gens,
ne se vexe jamais quand on explique pourquoi c'est non, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la priorité du moment. C'est mieux de répondre, moi c'est ce que je recommande, plutôt que de faire le mort. Il y a beaucoup de gens qui font le mort. Alors évidemment, si vous recevez vraiment 150 000 messages, ou si des gens parfois peuvent vous envoyer un message, salut, est-ce que tu es disponible pour qu'on s'appelle, ce genre de choses, là vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous connaissez quelqu'un, juste ça prend 10 secondes un vocal, vous dites non, ce n'est pas les priorités du moment, puis sachez que personne ne vous en voudra évidemment. Exactement. Autre question également peut-être que vous vous demandez, Marie-Laure, comment as-tu réussi à surmonter le syndrome de l'imposteur et faire face à la peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre? Parce que finalement, écrire un livre, on est tout seul discrètement, mais dès qu'on est sur les réseaux sociaux, dès qu'on est encore plus avec une chaîne YouTube à parler devant une caméra, comment toi tu as réalisé ou tu as fait face par rapport à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou encore toutes ces peurs qui sont des peurs inconscientes de l'être humain, qui est la peur du jugement, la peur de la critique, la peur du regard de l'autre? Oui, je pense qu'on l'a tous, effectivement, ce syndrome de l'imposteur à un niveau ou à un autre. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Donc, je sais que je vais y arriver. Voilà, j'ai jamais aucun doute quand je fais quelque chose. Voilà, donc, je sais que c'est ça que je dois faire et je le fais à fond. Et je ne pense pas spécialement au jugement des autres, etc., parce que je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont critiquer dans un sens ou dans un autre. Je l'ai déjà vécu à travers mes livres. Il y a eu pas mal de gens, pas mal de jalousie, des choses qui se sont dites. Et il y a un moment où on comprend que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il faut juste suivre ce qui est important pour nous, suivre nos valeurs. Et à partir de ce moment-là, on est à l'aise dans ses baskets et on peut y aller, quoi. Donc peut-être pas voir non plus, quand on se lance dans un nouveau projet, pas voir tout dans sa globalité avec tous les détails et y aller petit pas par petit pas, quoi, se poser la question par quoi je commence, qu'est-ce qui est important pour démarrer, pour avancer vers l'aboutissement de ce projet. Et voilà, c'est comme quand on écrit un livre, si on se dit bon, j'ai 300 pages à écrire, c'est un peu difficile, voilà, donc on a du mal à se lancer, à y aller, à démarrer. Par contre, si on le découpe en X chapitres et puis qu'on se dit, bon, d'ici la fin de la semaine, j'essaye de faire le premier chapitre, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc pour un business, c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, on y va, il ne faut pas trop se poser de questions, pas se laisser influencer surtout par même les personnes de la famille qui vont peut-être mettre le doute en nous, surtout pas. Voilà, ça, il faut balayer, il faut se dire qui ne tente rien à rien, de toute façon. Échouer, c'est la meilleure façon de réussir, donc allez-y. Complètement, et toi, ta famille, ils ne savaient pas trop ce que tu faisais, ou ils t'encourageaient, ou ils n'ont toujours pas compris ce que tu faisais concrètement? Non, j'en parle très peu finalement de ce que je fais avec mes proches. Ils ne me posent pas spécialement de questions, donc voilà, si on me pose la question, je réponds, mais ce n'est pas forcément le cas. Ouais, parce que le grand paradoxe, souvent notre environnement familial, ce soit peut-être ses propres parents ou même les personnes de notre famille, donc soit nos frères et sœurs, nos cousins, toutes les personnes proches, généralement, c'est là où parfois on peut se mettre des blocages internes via une interprétation de nous, notre propre esprit. Donc, dès que vous prenez de la champ de perspective qui est la suivante, on va tous mourir un jour et l'autre. Et clairement, qu'est-ce que vous voulez avoir laissé sur cette terre lorsque vous avez 80, 90 ou 100 ans? Et à chaque fois que vous prenez de la perspective, vous prenez de la hauteur par rapport à la vitesse de la vie et ce qui vous drive, le fameux Ikigai, là où vous avez un domaine d'expertise, votre mission de vie ou encore est-ce qu'il y a un marché par rapport à ça, go, on ne se pose plus de questions parce que la vie passe tellement vite, donc du coup, autant faire des choses que l'on apprécie. Autre question que je voulais te poser, quel message laisserais-tu aux femmes, spécifiquement aux femmes, parce que de manière générale, quand on entend entrepreneuriat, business, chef d'entreprise, on voit davantage de succès d'hommes, ou parfois on peut se dire aussi à juste titre, comme ça demande beaucoup d'énergie yang, masculine, pour entreprendre dans le business, qu'est-ce que tu aimerais partager à toutes les femmes qui
ont soit pas encore des enfants et qui en auront prochainement pour qu'elles aussi, elles réussissent. Et sachez que voilà, une femme n'est pas moins intelligente ou moins méritante ou quoi que ce soit par rapport à un homme. On est égaux. Parfois, on peut peut-être en tant que femme, c'est une supposition, tu pourras nous évoquer, se mettre peut-être plus de pression, plus de blocage ou plus d'objections qu'un homme par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de se lancer à leur compte. Et moi, vraiment, je les encourage. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ces croyances limitantes. Les enfants, la famille, ça prend du temps. Est-ce que je vais réussir à concilier tout ça? Et c'est vraiment une problématique importante chez les femmes de pouvoir concilier leur vie de femme, de maman, leur vie pro et leur épanouissement personnel également. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas moins qu'un homme, quoi. Enfin, moi, je ne me suis jamais posé la question, personnellement. C'est pour ça que tu réussis, Marie-Laure. C'est justement, tu ne t'es pas dit parce que je suis une femme, j'ai moins de probabilité de réussir. Tu t'es dit c'est pareil et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Oui, moi, je n'ai pas du tout cette croyance limitante-là, en tout cas. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ce qu'on aime. Effectivement, tu parlais de l'ikigai, et ça, c'est un bon exemple. Si on va vraiment vers quelque chose qui nous passionne, où on n'a pas l'impression de travailler, qu'on a envie de transmettre, qu'on transmet déjà sans finance, sans monétiser, c'est clairement ce que vous devez développer, c'est ce que vous devez chercher à développer. Et puis, on trouve toujours des solutions pour la famille, pour les enfants. Il n'y a pas de problème. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il va y avoir que des problèmes. Il y a toujours des solutions. Puis les peurs, il faut les dépasser. Plus on dépasse ses peurs et plus ça devient facile. Donc il faut juste s'habituer à faire ces premiers pas, dépasser un petit peu ces peurs. Et une fois qu'on les a dépassées, on se dit que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, quoi. Pour rebondir à ce que tu as évoqué, Marie-Laure, d'il y a 5 ans en arrière, avec le recul, tu te dis quelle potentielle croyance tu pouvais avoir et que tu n'as plus aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, être humain et aussi spécifiquement femme. Je ne suis pas un vendeur ou une vendeuse. Je n'y connais rien en technique. Je suis allergique à tout ça. Partage-nous peut-être quelques blocages que tu pouvais avoir et avec le recul, tu te dis ouais, effectivement, c'était infondé. Et c'est ça la magie, comme tu l'évoquais, le passage devant ses peurs. Et notamment aussi la technique et la vente, les conflits avec l'argent, peut-être qu'on peut avoir en tant qu'être humain et spécifiquement en tant que femme. Moi, il y a 5 ans, je ne travaillais pas pour moi déjà, j'étais toujours à l'hôpital. Donc c'est vrai que jamais j'aurais imaginé que je puisse vivre de mon activité et aussi bien d'ailleurs. Moi, ma croyance, en fait, c'est surtout par rapport au prix. Oui, exact. D'accord, c'est vrai que j'ai du mal parce que j'ai démarré avec du gratuit. Je donnais tout gratuitement via mon blog, via mes groupes Facebook. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai commencé à monétiser mon activité, demander de l'argent, effectivement, ça a été une première étape. Et puis après, il a fallu augmenter petit à petit les tarifs. Et ça a été quand même assez compliqué. Surtout que j'avais cette croyance que je ne pouvais pas le faire, qui était confirmée par certaines personnes qui, effectivement, m'envoyaient des messages « c'est trop cher, avant c'était gratuit, maintenant il faut payer, etc. » Donc forcément, ça a renforcé cette croyance-là. Donc c'est vrai que ça, c'est un blocage chez moi où je dois encore travailler là-dessus. Ça va, c'est en train de se débloquer parce que petit à petit, j'apporte de plus en plus de valeur. Donc forcément, c'est quelque chose que je dois monétiser. Et d'ailleurs, mes clientes sont ravies de ce que je leur apporte et sont très heureuses de payer ce prix-là pour cette valeur-là. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je dois travailler. Et surtout, pour rebondir à ce que tu as dit, quand vous êtes sur Internet, c'est vraiment vital d'écouter et de faire confiance aux gens qui vous payent et non aux gens qui veulent que du gratuit, ainsi de suite. Parce que là aussi, en tant qu'être humain, si on se fait critiquer, on se dit est-ce que je dois prendre au sérieux cette critique-là en quelque sorte en disant ça doit être gratuit, ainsi de suite. Alors que finalement, les gens qui vont vous acheter, souvent, c'est ceux qui mettent le moins de commentaires parce qu'ils n'ont pas le temps, comme justement, c'est des bons clients. Donc, rappelez-vous par rapport à ça, c'est vraiment d'écouter les gens qui vous font confiance et de distinguer
vos clients, donc les premiers clients si vous démarrez, et votre liste de prospects. Et par rapport à la technique, donc toi, tu es sur System.io, tu n'as aucun problème, tout roule par rapport à ça Ça va, ouais, c'est tout à fait correct. Et tu fais les webinars avec Zoom? Oui, ouais. Également. Donc, que je recommande également, donc, ce qui permet tout de suite d'être à l'aise naturellement. Ok, merci Marie-Laure par rapport à tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager, donc un message entrepreneurial que tu aimerais nous dire et oui. Je te laisse tout nous dire. Oui, j'ai quand même envie de dire que c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est vrai que quand on regarde certains parcours, si vous regardez le mien, bon, c'est vrai que ça paraît assez idyllique avec beaucoup de livres écrits. Quel talent, Marie-Laure! Avec beaucoup d'abonnés sur YouTube, avec une croissance au niveau du business, etc. Mais il faut se dire que dans le quotidien, c'est pas ça. Dans le quotidien, c'est quand même beaucoup de difficultés, hein, parfois, beaucoup de questions. On se pose la question, est-ce que ça va vraiment marcher? Il y a des moments où on ne fait pas trop de ventes, et puis voilà, c'est par vague. Il faut se dire, c'est jamais une ligne droite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de croire en vous, de croire en votre projet. Voilà, et c'est foutu quand c'est vous qui le décidez, tout simplement. Donc continuez, tout simplement. Donc go les amis, donc si aujourd'hui vous voulez vous démarrer sur internet ou encore accentuer, donc rappelez-vous, c'est les petites victoires quotidiennes qui font une différence énorme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous l'avez peut-être déjà entendu des centaines de fois, mais je vais quand même le répéter. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans et on surestime ce qu'on est capable de réaliser en 1 an. Donc si on se dit en une année je vais faire ça, peu de probabilité qu'on arrive à tout atteindre parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en 12 mois. Et par contre, dès qu'on prend la perspective, en 3 et 5 ans, généralement, on se rajoute un tout petit peu de choses, mais pas énormément d'autres choses. Et là, par contre, en 3 et 5 ans, on peut faire des trucs de dingue. Moi, souvent aussi, j'aime bien me dire dans les trains ou les avions, qu'est-ce que je réalisais il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et à chaque fois, je me dis, waouh, ok, il y a 3 ans, il y a 5 ans, je ne savais même pas que j'allais faire cette chose-là, ça n'était même pas venu une fraction de seconde à mon esprit. Donc rappelez-vous tout cela, je sais qu'on est dans une société, on veut tout avoir absolument vite. On appuie sur le bouton de la télécommande, on a Netflix en quelques secondes. On appuie sur un Uber Eats, on a aussi notre nourriture favorite livrée en 20 minutes sur notre canapé favori. On appuie sur l'application Bolt ou Uber, là aussi on va d'un point A à un point B en quelques minutes. Donc on est dans une société à 100 000 à l'heure, c'est juste les victoires quotidiennes qui vont faire une grosse différence et en 1, 3, 5, 10 ans, là vous allez avoir un impact monumental en étant constant jour après jour avec cette petite victoire quotidienne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée, si vous voulez la partager à d'autres amis, entrepreneurs ou même à toutes les femmes que vous connaissez, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, merci par avance, allez voir ce que réalise Marie-Laure, je mettrai tous les liens dans la description. Et également, si vous voulez avoir un esprit sain dans un corps sain, donc à travers l'IGBA que tu proposes, donc l'indice glycémique bas, je vais mettre le lien de l'un de tes cadeaux dans la description et également dans la vidéo et le i comme info, comme ça, vous cliquez sur le lien. Vous allez arriver sur une page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail et ce qui vous permettra de voir tout ce que réalise Marie-Laure et puis en même temps d'être sûr, d'être bon sur le plan de la nutrition, ce qui est aussi important, l'énergie pour avoir des résultats extraordinaires en tant qu'entrepreneur. Merci à tous, vive les entrepreneurs et à bientôt pour la suite. Bye bye.